Immigrer et s'intégrer dans une nouvelle société peut être un parcours de combattant. Mais une fois l'intégration réussie, on a l'avantage d'avoir vécu ailleurs. C'est ainsi que les membres de la diaspora d'un pays peuvent devenir une force pour ce pays, si tout est bien pensé et canalisé. Bonjour à tous. Son pays d'origine fait face à des défis multiples depuis bien longtemps, des secousses politiques, des problèmes sociaux, des problèmes identitaires et j'en passe. Après avoir appris de sa nouvelle vie, il pense que son pays devrait bénéficier de son expérience. Il est aussi parmi ceux qui appellent à l'unité nationale. Mr. Rex, à vous la parole. Bonjour Jules, merci beaucoup. Oui, on est obligé de rester connecté à notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà, c'est difficile parfois de se présenter. Mon nom c'est Rex Mwamba. Je suis arrivé aux États-Unis en 2013. Ça va faire 10 ans aujourd'hui. Je suis marié, père de 3 enfants. Je travaille pour une organisation qui s'occupe des réfugiés. Je suis aussi parmi les membres fondateurs de la compagnie World Development LLC. Je suis également parmi les fondateurs de la compagnie Okapi-Care. Voilà un peu qui je suis. Je suis né à Lubumbashi et je suis congolais d'origine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais dans l'introduction de cet échange, le pays fait face à de multiples défis. La RDC est actuellement agressée par ses voisins. Sur le plan social, beaucoup reste aussi à faire. Est-ce que lancer des campagnes comme vous le faites, des campagnes d'unité nationale en ce moment, comme le font aussi beaucoup, n'est-ce pas une diversion alors qu'il y a du travail sur le terrain? La vie des Congolais doit s'améliorer, n'est-ce pas? Oh, Jules, si je dois poser la contre-question, je dirais, est-ce que nous pouvons faire les choses sans l'unité? C'est ça le problème. Donc, l'unité nationale est très, très importante. On va prendre juste un exemple. Si vous arrivez dans une ville où il n'y a pas d'habitants, je ne sais pas ce que vous allez faire dans cette ville-là. Vous avez besoin de la chaleur humaine, vous avez besoin de la connexion. Et il y a, pour la République démocratique du Congo et l'Afrique notamment, je dirais, il y a un petit mot à la base qui nous a déchirés, qui nous a détruits, c'est le tribalisme. Alors, c'est un mot qui n'existe même pas dans nos langues, tu sais, et ça fait que les gens l'utilisent de manière abusive. Le tribalisme, pour moi, je pourrais le prendre dans le sens positif. Si le tribalisme est l'effet d'aimer sa tribu, je ne vois pas pourquoi on aura de problèmes dans le pays. Si chacun aime sa tribu, il aimera aussi la tribu des autres. Prenons l'exemple d'un quartier. Nous sommes dans un quartier. Nous sommes plusieurs familles dans un quartier qui viennent de plusieurs endroits différents. Mais nous restons dans un même quartier et des fois nous défendons même nos quartiers contre les ennemis, contre les voleurs à main armée. Nous sommes unis. C'est comme ça que nous devons prendre ce petit scénario-là et l'agrandir au niveau de la nation. Je ne vois pas pourquoi un tribaliste aurait de problèmes et un nationaliste n'en aurait pas. Le nationaliste, pour moi, c'est un tribaliste au niveau national. C'est-à-dire, quand j'aime ma famille, j'aimerais également la famille de l'autre. Quand je suis dans un quartier, je n'aime pas seulement ma famille, j'aime aussi la famille de l'autre. Donc l'unité est très, très, très importante, et surtout au niveau africain, parce que, vous savez, les Africains, dès qu'ils ne comprendront pas qu'ils devront se mettre ensemble, l'Afrique ne va jamais se développer. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité, et je crois que tout le monde doit s'y mettre, doit intérioriser cette question pour que nous puissions enfin léguer une Afrique qui sera unie à nos enfants, aux générations qui viennent. Revenons un peu au Congo. Les élections, c'est pour l'année prochaine. Beaucoup d'observateurs sur place au Congo, comme ailleurs d'ailleurs, ont constaté des fissures dans la société congolaise, comme une crise des identités accentuée par les dernières élections. Quel est votre point de vue? Le pays est-il divisé et le sera davantage avec les prochaines élections?
Pour moi, je ne pense pas que le pays est divisé. Le Congo est uni et je crois fermement qu'il restera uni. Parce que vous savez, j'ai sillonné les États-Unis, j'ai des amis en France, en Europe ou en Afrique même. Je n'ai jamais vu un seul Congolais qui n'aime pas le Congo ou un seul Africain qui n'aime pas l'Afrique. Nous aimons notre continent, nous aimons nos pays. Et la division, c'est juste au niveau des intérêts, je dirais, égoïstes des politiciens qui veulent tirer les draps chacun de son côté pour pouvoir se taper un poste, avoir ce dont il a besoin. Mais l'Afrique est unie, les Africains sont unis, ils aiment leur Afrique. Nous devons seulement apprendre à ce peuple-là de ne pas céder à la manipulation, à la manigance des politiciens qui travaillent souvent que pour leurs intérêts. C'est vrai que nous avons des politiciens avisés aujourd'hui en Afrique qui commencent à se réveiller, qui commencent à penser que l'Afrique doit prendre son courage et la marche vers l'avant. Et nous soutenons ce genre d'initiatives et nous voulons que ces politiciens africains puissent avoir la compassion, voilà, le cœur. Nous avons aujourd'hui en Afrique, je dirais, 17% de la population mondiale. Nous sommes une minorité. Vous savez, une minorité ne montre pas les biceps. La minorité doit développer l'intelligence pour pouvoir, n'est-ce pas, amener l'Afrique au développement. Si nous montrons les biceps, nous n'en avons pas parce que nous sommes une minorité. Et la richesse africaine, elle est estimée à 60% de la richesse mondiale, des ressources mondiales. Moi, je me pose la question, comment est-ce que 60% ne peut pas couvrir les besoins de 17%? Ça, c'est ça la grande vision. C'est là que nous devons être pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre les Africains ensemble. Et ce qui nous déchire beaucoup aussi, il faut dire que c'est la misère. Il faut qu'on se batte pour terminer cette misère. Et cette misère-là, pour la terminer, pour moi, il faudrait d'abord cultiver l'intelligence. Vous savez, si le diamant, on ne nous avait pas dit que c'était une pierre qui fabriquait des métaux précieux ou des bijoux, peut-être nous, ça serait des décorations sur nos maisons. Mais si on est intelligent, assez intelligent pour pouvoir transformer nos ressources, je crois que personne ne va se plaindre que les Africains se mettront davantage ensemble pour développer le continent. Voilà. D'accord, vous vivez depuis près de 10 ans maintenant aux États-Unis, qui sont aujourd'hui considérés comme un symbole de diversité culturelle. La République démocratique du Congo, votre pays d'origine, est un immense pays avec des ethnies à l'appel pour faire une sorte de parallèle avec les États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut copier en termes de gestion de cette donnée qu'est la diversité ? Bon, tu sais, cette question est pertinente et j'ai réfléchi beaucoup à ça souvent. Vous savez, j'ai eu des discussions dans beaucoup de conférences où je disais que les États-Unis, c'est une représentation du ciel sur la terre. Beaucoup de gens se posent la question, comment est-ce que je peux réfléchir comme ça? Mais écoutez, les États-Unis, c'est un pays qui regorge toutes les nationalités, je pourrais même dire toutes les tribus du monde entier. Et ça sera également de cette façon-là au ciel, tout le monde sera là. Et la diversité, c'est une force. C'est une force qu'il faut exploiter. Et les Américains ont compris ça depuis des années parce que les Américains peuvent comprendre toutes les langues parce qu'ils ont toutes les langues aux États-Unis. Et pour le Congo, je dirais, la diversité que nous avons, c'est un bénéfice terrible que les gens ne comprennent pas. Nous parlons de notre armée qui est infiltrée. Nous avons beaucoup de moyens pour contourner cette infiltration, juste par composer un texte avec 5, 6, 7 langues. Alors si nous communiquons avec l'armée au front, on n'a pas besoin de le dire en français, on n'a pas besoin de le dire en lingala. Nous avons 400 dialectes. Ça, c'est terrible, nous pouvons utiliser et chaque jour, nous pouvons envoyer un texte avec 7 langues différentes, chaque jour, vous voyez, et les ennemis auront du mal à nous atteindre. Ici, nous nous connectons à beaucoup de gens, à beaucoup de nationalités, mais le bien avec les Américains, c'est que quel que soit d'où tu viens, quel que soit qui tu es, on travaille d'abord ensemble. Nos divergences, on les met de côté.
c'est après le travail, quand on va dans les divertissements, que nous commençons à nous chamailler. Mais malheureusement, en Afrique, nous mettons ça en avant, nous nous chamaillons d'abord et puis nous commençons à réfléchir après. Donc il faut refaire les choses. Il faut refaire les choses pour que notre Afrique puisse aller de l'avant. Après les élections de 2020 aux États-Unis, il y a eu des fissures dans la société. La presse américaine sur place avait même parlé d'un peuple plus que jamais divisé. Même constat, ou presque, après les élections en République démocratique du Congo. Comment est-ce que les Américains ont fait pour surmonter cette situation? Peut-être que ça peut inspirer certains. La société américaine, c'est une société forte. Je crois qu'ils ne sont pas devenus forts en un jour. Ça a pris du temps. Il y a 46 aujourd'hui présidents aux États-Unis, plusieurs républiques, une constitution qui a été amendée et tout ça. Ils ont beaucoup travaillé. Alors l'État est fort ici et il impose tout le monde à vivre dans l'harmonie. C'est vrai qu'il y a eu un déchirement politique après les élections. Il y a dans ceux qui avaient voté républicain, ceux qui avaient voté démocrate. Mais les gens restent unis et travaillent ensemble. Et souvent, ils évitent ce genre de questions dans les milieux professionnels. Nous travaillons, je crois que toi-même, tu travailles aussi, tu le sais. C'est difficile dans les milieux professionnels américains que les gens parlent de politique. Ils parlent plutôt du travail. Si vous voulez parler de politique, allez parler politique avec les gens avec qui vous êtes habitués à parler politique. Ce qui est le contraire chez nous. Nous parlons politique partout, à tout moment et ce qui fait que voilà, la politique devient quelque chose la chose la plus importante que nos pays ont. Mais ce n'est pas ça. D'abord, l'intelligence, l'économie, l'éducation, la santé. Si ces choses marchent, je crois que c'est là qu'on parlera d'un pays. Le pays a toujours eu 3 éléments, la sécurité, la santé et l'éducation. Si un pays n'a pas ces 3 choses, c'est exactement comme un être humain. Si un homme n'a pas un corps, n'a pas une âme, n'a pas un esprit, on ne va pas l'appeler homme. Alors, si un pays manque d'éducation, il y a de doutes qu'on appelle ce pays ou nation. Il faut que ces 3 choses soient composées et travaillent en interaction pour que nous puissions, pour qu'un pays soit appelé pays. Donc, l'exemple que j'aime toujours donner, c'est que les Américains, eux, ils travaillent sur une machine, ils connaissent l'importance de la machine. Même s'ils se chamaillent, ils restent en train de travailler sur la machine, même en se chamaillant. Mais les Africains, par contre, nous laissons la machine et nous disons à celui qui parle beaucoup, oh bon voilà, tu vas rester avec ta machine et puis nous on viendra quand tu vas échouer. Et c'est ça qui retarde l'Afrique. Nous sommes en retard de beaucoup de choses et je crois qu'il faudrait que nous puissions nous réveiller. D'accord. Il y a comme de secousses après chaque élection. Trouvez-vous qu'au finish, démocratie rime avec division? Ou ce sont les leaders politiques qui jouent mal leur jeu? Quel est votre avis? Oh, merci. Je ne dirais pas que démocratie rime avec division. Non, c'est tout à fait le contraire. La démocratie, c'est simplement la voix de la majorité. Et le peuple, qui est le souverain primaire, il connaît ce qu'il veut. Le peuple veut juste avoir une vie décente, ça veut une maison, des écoles, des hôpitaux, des routes, et c'est tout ce que tout le monde veut. Alors, et la démocratie aide, parce que vous savez, quand vous restez longtemps au pouvoir, moi je crois que c'est les dirigeants africains qui restent des années au pouvoir, ils ne comprennent même pas, parce que sinon, s'ils utilisaient l'intelligence, ils n'avaient même pas besoin de rester si longtemps au pouvoir. Mais s'ils sont restés au pouvoir et ils n'ont pas développé l'Afrique, moi je me demande ce qu'ils vont léguer aux générations qui viennent. C'est quoi d'abord l'idéal? Que quand vous restez au pouvoir pendant 50 ans, c'est quoi que vous léguez aux générations futures? Si vous ouvrez la boîte, vous allez voir que la boîte est totalement vide. La démocratie, c'est changer d'idées, changer de personnes, changer de perspective, toujours dans le bon sens pour que le pays puisse se développer. Donc pour moi, comme je venais de le dire dans une question précédente, que nous devons aller à cette grande vision de réflexion. L'Afrique a 17% de la population mondiale, c'est une minorité mondiale, et elle regorge 60% de ressources.
Voilà, donc quand on réfléchit déjà ça, même si on n'est pas assez intelligent, on comprend que c'est nous qui sommes les problèmes. Les richesses, nous les avons, nous avons les qualités, les qualifications, mais il y a quelque chose qui coque, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est cette chose qu'il faut régler. C'est l'unité africaine, c'est l'intelligence africaine pour que nous puissions utiliser les 60% et couvrir les besoins des 17% et même du monde entier. Voilà, moi là où je veux que nous puissions nous concentrer, c'est là le noyau. Malheureusement, le pays, la RDC, est une fois de plus agressé par le Rwanda de Paul Kagame et le président rwandais qui a tenté même de donner de leçons de démocratie aux dirigeants congolais. Ironique, n'est-ce pas? Bon, je dirais que le Rwanda, je veux citer le président Paul Kagame, il est passé vraiment à côté de la plaque. Il va sortir par la petite porte de l'histoire. Il devait avoir un leadership panafricain. Il devait réfléchir comme un Africain. Mais il a réfléchi comme un égoïste. C'est-à-dire tuer les Africains pour construire l'Afrique, ça ne rime pas. Ça n'a pas de sens. Et les Africains se rappelleront de quoi de ce monsieur. Et il est en train de détruire la réputation de tout un peuple, le Rwanda. Les Rwandais, c'est un peuple bien, c'est un peuple courtois. Nous avons vécu des années depuis, parce que nous sommes voisins depuis toutes ces années. Et ça, c'est ce que moi je reproche aux dirigeants africains. Ils doivent être des leaders au lieu d'être, comme on dit, des boss, des patrons. Ce sont des présidents patrons au lieu d'être présidents leaders. Ils font en sorte que, après lui, que ce soit les déluges, ils font en sorte que, après lui, qu'il n'y ait plus rien qui existe pour que les gens disent qu'il était bon. Non, former des gens qui vont vous remplacer parce que les succès, il n'y a pas de succès sans successeur, comme on le dit. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe en Afrique du Sud. Nelson Mandela est parti et c'est le chaos. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que nous devons construire. Tous les dirigeants, tous les leaders doivent former leurs remplaçants. Les former pour qu'ils soient même mieux qu'eux. Parce que nous travaillons pour les générations à venir. Nous travaillons pour l'avenir. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Et comme je l'ai toujours dit, le succès, chaque succès de chaque enfant appartient à son père, pas à l'enfant. Je vais prendre l'exemple de Barack Obama, qui est devenu président des États-Unis, le premier président noir des États-Unis. Mais vous savez quoi? Pour moi, c'est le papa de Barack Obama qui a réussi, parce que son fils est devenu le premier président noir des États-Unis. Est-ce que Barack Obama a réussi parce qu'il est devenu président des États-Unis? Je ne pense pas. La réussite de Barack Obama, c'est quand ses filles vont aussi montrer de quoi elles sont capables, c'est alors que Barack Obama réussira. Donc chaque enfant, quoi que vous ayez, c'est votre père qui a réussi. Vous devez aussi réussir en mettant vos enfants à un niveau qui vont faire votre fierté. Alors si les Africains comprennent ça, je pense que l'Afrique va aller de l'avant. La richesse, je l'ai toujours dit, les difficultés qu'il y a dans une communauté sont des opportunités d'affaires pour les hommes d'affaires. Je me répète, les richesses, les difficultés plutôt qui sont dans une qui se présentent dans une communauté sont des opportunités d'affaires. Les hommes d'affaires doivent savoir exploiter ces difficultés-là pour enrichir ou pour faire le bien-être de la population. Merci beaucoup, Mr. Rex. Je crois que nous avons fait le tour des questions de ce jour. J'ai le privilège de vous laisser conclure parce que vous êtes quand même co-host de cet espace. Pour le mot de la fin, je dirais que j'encourage beaucoup plus la jeunesse. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. La jeunesse est en train de s'embrouiller dans la démagogie politique, les gens qui leur offrent des polos et tout ça. Il faut savoir que la majorité de la population en Afrique, elle est illettrée. Donc ce sont des gens qui sont facilement manipulables. Donc nous qui sommes avertis, qui sommes allés à l'école et qui avons appris des choses, nous devons commencer à réveiller cette population-là, à leur dire que voilà, le sens d'abord du vote, c'est quoi un vote? L'Africain doit comprendre c'est quoi un vote. Il faut pas, on ne va pas voter, normalement on ne va pas voter les hommes, mais on va voter son projet. Moi j'ai un projet, je veux que l'Afrique ait des écoles et des routes
et je ne peux pas me porter candidat à la présidence, alors qu'est-ce que je fais? Je vais voter mon projet qui se trouve dans le candidat qui a postulé à la présidence. Donc chacun va voter son projet. On ne vote pas les hommes. Et ces choses-là doivent être enseignées dans nos écoles. Les enfants doivent apprendre que le vote est nécessaire. Plus je vais voter, quelqu'un d'autre votera le même projet et notre candidat sortira. En ce moment-là, mon projet sera exécuté. Voilà, c'est ça. Et les leaders d'opinion ne le disent pas. Et les Africains doivent aussi savoir que le peuple est le chef. Le peuple, c'est lui le souverain primaire. Et tous ces gens qui sont politiciens, ils travaillent pour nous. Ce sont nos travailleurs. C'est nous qui les payons. Donc, nous devons être très exigeants envers eux. Nous ne pouvons pas changer le rôle. Le rôle, il est celui-là. Le peuple, comme je l'ai toujours dit, Dieu est éternel. Le peuple est aussi éternel. Voilà. Voilà, une fois de plus, merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. À très bientôt.